کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. ایران، بحران اتمی، نقض حقوق بشر. 6 می 2014، 16 اردیبهشت 93. برونو لورو، رئیس گروه اکثریت سوسیالیست در مجلس ملی فرانسه. سناتور ژان پیر میشل، عضو سنای فرانسه. سناتور آلن نری، عضو سنای فرانسه. میشل ترو، نماینده مجلس ملی فرانسه. آندره شاسین، رئیس گروه چپ دموکراتیک و جمهوری‌خواه در مجلس ملی فرانسه. ژرار شاراس، نماینده مجلس ملی فرانسه. پاسکال دوگیلهم، نماینده مجلس ملی فرانسه. مارتین کاریون کورور، نماینده مجلس ملی فرانسه. دومینیک لوفور، نماینده مجلس ملی فرانسه. مارتین پنویل، نماینده مجلس ملی فرانسه. استفان سانت آندره، نماینده مجلس ملی فرانسه. استاندار ایو بونه، رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه DST در دوران پرزیدنت میتران. فرانسوا کلکومبه، بنیانگذار سندیکای قضات فرانسه. پیر برسی، رئیس حقوق بشر نوین فرانسه. Madame la Présidente, mes chers collègues sénateurs et députés, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom du Comité parlementaire pour un Iran démocratique, je suis heureux de vous accueillir pour une 6e réunion à notre Assemblée nationale et pour la 3e fois dans une salle de la majorité, dans une salle qui porte un nom illustre, un grand républicain, un grand démocrate et également un grand penseur. Bien évidemment, notre soutien à votre cause, celle de la démocratie pour l'Iran et de la paix dans cette région sensible du monde qu'est le Moyen-Orient, s'est élargi à un plus grand nombre de nos collègues députés, mais aussi sénateurs, mais il a gardé toujours son caractère pluriel. Les différentes tendances, la plupart des différentes tendances sont représentées. Il a toujours gardé son caractère pluriel, regroupant donc différentes sensibilités de notre représentation nationale, et nous y tenons. En effet, qu'on soit de gauche, de droite ou du centre, on ne peut qu'exprimer son indignation vis-à-vis de tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore en Iran sous la tutelle d'une dictature religieuse. Car c'est bien de cela qu'il s'agit en Iran. Même si, un peu trop vite, certains médias ont voulu nous faire croire à l'avènement d'un président modéré il y a un peu moins d'1 an, avec l'arrivée de M. Rouhani au pouvoir. Or, vous le savez, vous les premiers, la désillusion n'a pas duré. Et aujourd'hui, comme d'habitude, ce sont les faits et les rapports de l'ONU et des ONG crédibles sur le plan international qui nous disent que la situation des droits de l'homme dans ce pays, dans votre pays, s'est nettement détériorée. C'est un thème qui va être tout à l'heure développé par plusieurs de nos intervenants. Nous allons également traiter la crise du nucléaire iranien et les négociations qui piétinent
depuis quelques mois, dès lors qu'il s'agit pour le gouvernement iranien de démontrer une transparence réelle et qu'il ne veuille pas se doter de l'arme atomique, ce sur quoi nous avons, hélas, raison de douter, et pas simplement en raison de son attitude pendant les négociations, mais tout particulièrement quand on observe son comportement agressif et expansionniste, notamment dans des pays voisins, en Irak et en Syrie, où il soutient jusqu'au bout des dictateurs sanguinaires, je crois que l'adjectif n'est pas de trop, des dictateurs sanguinaires au pouvoir. D'autres de nos intervenants vont évoquer bien sûr une préoccupation constante de notre comité. Il s'agit de la sécurité et de la protection des résidents du camp Liberty, où se trouvent actuellement un peu moins de 3000 résidents membres des Moudjahidines du peuple d'Iran, depuis leur transfert du camp d'Ashraf dans le but d'une réinstallation dans des pays tiers, ce qui ne s'est toujours pas fait. En plus de la menace quotidienne de tirs de roquettes et d'autres obus qui ont déjà fait une quinzaine de morts et des centaines de blessés dans ce camp, c'est un véritable centre de détention arbitraire qu'a réservé le gouvernement irakien, un gouvernement irakien qui est inféodé à Téhéran, donc une manifestation d'une détention arbitraire que les réfugiés iraniens subissent, eux qui sont privés de temps à autre de leurs droits élémentaires, tels l'accès aux soins et aux médicaments. Et tout à l'heure, l'hommage que nous avons rendu à une de ces victimes qui a été empêchée d'être conduite à l'hôpital et qui est morte pour ces raisons, et donc des gens qui sont donc, dans ce camp et qui sont soumis à des privations, notamment aux privations de denrées alimentaires nécessaires pour assurer leur survie. Voilà, chers amis, un survol très rapide des thèmes qui ont été prévus et qui seront discutés pendant toute cette séance. Et en attendant, je vais bien sûr passer la parole avec grand plaisir à Madame Myriam Radjavi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette conférence dans la Maison de la démocratie française. Je souhaite exprimer ma gratitude au Comité parlementaire pour un Iran démocratique pour sa défense des valeurs universelles et son soutien au combat du peuple iranien pour la liberté et la démocratie. La situation des droits de l'homme en Iran est très critique. Depuis l'arrivée de Rouhani, plus de 700 personnes ont été pendues. Le 17 avril, le fascisme religieux a organisé une attaque sauvage contre les prisonniers politiques à la prison d'Evin de Téhéran. De nombreux prisonniers ont été blessés, mais le régime a bloqué leur transfert à l'hôpital. Face à la colère populaire et aux protestations des familles, comme d'habitude, le régime a voulu faire porter la responsabilité aux victimes. Malheureusement, ce crime a été ignoré par les pays occidentaux. La plupart ne l'ont même pas condamné. Quand le Mollah Rouhani est arrivé à la présidence, certains ont parlé de changement. La communauté internationale espérait neutraliser les menaces du programme nucléaire militaire du régime. Dans une grave crise économique, la dictature a signé l'accord de Genève pour arrêter les sanctions internationales.
Pendant ce temps, le régime continue d'alimenter sa crise dans la région. Avec des milliers de gardiens de la révolution, d'agents irakiens et libanais du Hezbollah, il est le principal acteur de la guerre en Syrie. Il contrôle le pouvoir en Irak et principaux groupes terroristes dans la région. Ainsi, ce n'est pas sans raison si Rouhani a voulu envoyer comme ambassadeur à l'ONU un preneur d'otages à un des organisateurs de l'assassinat en 1993 de Hossein Nardi, le représentant du CNRI à Rome. Bien sûr, le régime prétend avoir nommé son meilleur diplomate. Il a raison, seul un terroriste, un preneur d'otages, peut être le meilleur diplomate de cette dictature. Le régime croyait que les négociations allaient régler la crise, mais l'inflation est à 35% et le chômage à 30%. La société est au bord de la révolte. La dictature se retrouve plus que jamais face au danger du renversement et l'esprit de résistance se développe. Avec l'augmentation des exécutions quotidiennes en Iran, le régime a durci la répression de l'OMPI à Ashraf et à Liberty avec son gouvernement fantoche en Irak. Le massacre à Ashraf le 1er septembre a été préparé à la veille des négociations nucléaires. Les pressions quotidiennes sur Liberty avec le blocus médical et alimentaire ont augmenté. Le 28 avril, Mohamed Babaï est décédé à Liberty. C'est 19e victime de blocus médical. Il n'y a toujours pas de traces des 6 femmes et de l'homme pris en otage le 1er septembre à Ashraf par les forces irakiennes. Malheureusement, à cause des négociations nucléaires et des ambitions commerciales des pays occidentaux, ont oublié les droits de l'homme en Iran et la protection des habitants de Liberty. Pire encore, dans ces conditions, le régime profite des visites des délégations parlementaires et commerciales pour faire croire aux peuples iraniens et aux prisonniers politiques qu'il a le soutien de l'Occident malgré les massacres, les exécutions et les tortures. J'appelle les parlementaires et les chefs d'entreprise à annuler leur déplacement en Iran, comme beaucoup l'ont déjà fait en Europe, parce qu'ils ont refusé d'être utilisés comme une carte blanche pour davantage de crimes. Mesdames et messieurs, le monde musulman est confronté à des crises avec des conséquences pour la région, mais aussi pour l'Europe et le reste du monde. La dictature religieuse en Iran est le facteur principal de ces crises. C'est pourquoi une politique de fermeté à son égard est non seulement une nécessité pour régler la crise iranienne et régionale, mais aussi pour la paix dans le monde. C'est pourquoi nous invitons la communauté internationale et tout particulièrement la France à agir. Premièrement, dans les négociations nucléaires, il faut imposer le protocole additionnel. Il faut arrêter définitivement l'enrichissement et le programme de missiles de régime. Deuxièmement, la poursuite des relations économiques,
doit être conditionné à l'arrêt des violations des droits de l'homme et à la fin des exécutions et des tortures. Le Conseil de sécurité doit enquêter sur les attaques sauvages à la prison d'Evin et sur les exécutions de masse par le régime iranien et traduire en justice les responsables de ces crimes contre l'humanité. Nous appelons l'ONU, les États-Unis et l'Europe à mener une enquête indépendante sur les massacres Ashraf et Liberty. C'est la meilleure garantie pour arrêter ces crimes. Il faut obliger le gouvernement irakien à autoriser les dispositions de protection nécessaires à Liberty. Nous demandons la réinstallation rapide des résidents de Liberty, surtout les malades et les blessés, aux États-Unis et en Europe. Sur les questions des droits de l'homme et de la protection des habitants de Liberty, nous comptons sur votre soutien. Mesdames et messieurs, votre présence ici en grand nombre de toutes les tendances de droite comme de gauche pour défendre les valeurs communes et les droits de l'homme contre le fascisme religieux représente le rejet de la désinformation diffusée par le régime des mollahs. Dans l'espoir du jour où la nation iranienne pourra rendre hommage à ses amis des jours sombres dans un Iran libéré de l'intégrisme religieux, un Iran laïque et démocratique. Je vous remercie. Juste quelques mots, chers amis, chère Mariam Radjavi, chers collègues. Je suis heureux de vous accueillir dans la salle de réunion du groupe socialiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été mise à votre disposition. C'est parce que c'est la salle la plus grande, celle du groupe majoritaire, qui en plus est celle du groupe socialiste et qui, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, est à votre disposition pour faire des réunions. Ce n'est pas la première fois que vous y venez. C'est pas facile de vous accueillir. Parce que dès que l'on sait que je vous ai donné la salle, on me demande pourquoi. On me demande comment se fait-il. Je voudrais, moi, simplement, parce que je ne veux pas faire une intervention, vous en donner la raison. La première raison, c'est peut-être d'abord de vous appeler chers amis. Mais, chers amis, ça veut dire qu'il y a aussi des espaces de débat entre nous. Ça veut dire que moi, quand je vous donne cette salle, elle est porteuse des valeurs qui sont celles de ce groupe. Mais quand je vois ceux qui sont ici, et qui ne sont pas tous socialistes, il y a des radicaux, mais je sais qu'il y a aussi des membres des autres groupes politiques, de l'UMP, c'est parce que nous partageons dans ce pays des valeurs sur lesquelles nous pensons être en situation de discuter avec vous. Moi, en vous accueillant ici, je partage des valeurs communes très certainement. Je vous laisse libre de votre combat et des formes qui doivent être celles que vous comptez utiliser, en vous recommandant toujours, mais ai-je besoin de le faire aujourd'hui, qu'elles épousent le plus possible, voire la totalité des outils qui sont mis à la disposition de la démocratie pour faire avancer la démocratie, mais de ce point de vue-là, pour partager des idées, il faut arriver à les émettre, que j'ai bien conscience que la caisse de résonance qui est celle de l'Assemblée nationale est une belle caisse de résonance et qu'elle fait honneur à la France, et moi je suis heureux que d'ici puissent partir des messages qui ne sont pas des messages de haine, qui sont des messages d'union, qui sont des messages de démocratie, qui sont des messages pour essayer d'avancer, et parce que j'espère que le plus vite possible, la confrontation démocratique sera possible, réellement, qu'elle sera un progrès immense et que ce progrès aura été marqué par les petits pas que vous avez construits au fil de toutes ces dernières années, de ces trop longues années,
pour arriver à ce qui me semble, moi, être la seule possibilité, la confrontation démocratique qui permette, un moment, au peuple iranien de se choisir des dirigeants et donc d'évoluer dans le sens qu'il aura choisi lui-même. C'est la raison pour laquelle je mets avec mes collègues à disposition cette salle, ce soir, demain et après-demain. Merci. Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver tous ici dans cette salle où nous sommes déjà réunis à plusieurs reprises entre la salle Victor Hugo et puis la salle Colbert. Le contexte actuel oblige le comité parlementaire pour un Iran démocratique d'être encore plus présent et encore plus vigilant que par le passé. Nous sommes très nombreux ici à être engagés de très longue date pour un Iran libre et démocratique. Moi, je pense que les premières manifestations que j'ai dû faire à ce propos, c'était dans les années 70, c'était contre un autre régime, qui n'avait rien de démocratique non plus, mais qui était malheureusement, après la Révolution, remplacé par une dictature théocratique qui finalement n'a rien à envier, et même pire à certains égards que le précédent régime. Notre comité parlementaire a toujours été présent à la fois pour défendre les droits de l'homme, défendre les principes démocratiques. Il a été aussi présent pour soutenir la résistance iranienne et vous accompagner dans les épreuves qui ont été les vôtres, hein, celles qui à la fois conjuguaient un combat pour tout simplement le respect du droit international. Ça a été tout le combat qui a été mené ces dernières années et finalement avec succès pour faire retirer l'OMPI de la liste des organisations terroristes, et qui se prolonge aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit, par rapport au droit international, notamment au droit des réfugiés, qui est effectivement aujourd'hui bafoué dans les conditions dans lesquelles les réfugiés d'Ashraf et aujourd'hui au camp Liberty sont aujourd'hui traités. Si je faisais tous ces rappels, c'est simplement pour revenir sur le contexte actuel que nous connaissons, qui est celui de l'accord intérimaire sur le nucléaire iranien. Dans ce contexte-là, la France a pris, je crois, des positions extrêmement claires, extrêmement fermes. Heureusement qu'elle était là, je crois, pour les prendre. Reste à décliner cet accord sur cette question essentielle qui est le nucléaire iranien. On voit bien que dans ce cadre-là, il y a un jeu diplomatique qui s'organise naturellement, puisque derrière cet accord intérimaire, il y a de facto un dialogue entre le régime et le pouvoir en place et la communauté internationale pour cadrer cette question du nucléaire qui est effectivement décisive à la fois pour la région et plus généralement parce qu'un tel régime puisse disposer de l'arme nucléaire est absolument inenvisageable et tout doit être mis en œuvre pour l'empêcher. Dans ce cadre-là, on voit bien que l'attitude du pouvoir iranien est de profiter de ce qui a été de toute façon une contrainte pour lui, contrainte liée au régime des sanctions, contrainte liée à la pression internationale pour se redonner une légitimité. Et dans ce cadre-là, très clairement, les visites et les délégations de toute nature qui sont invités à se rendre en Iran rentrent dans cette stratégie pour le pouvoir iranien d'une normalisation, sous couvert d'une bonne volonté pour régler la question du nucléaire iranien, dont on ne sait pas si elle sera d'ailleurs à la fin effectivement réglée ou pas. Et un certain nombre de faits récents montrent bien quelle est l'intention du pouvoir iranien dans cette affaire. C'est à la fois de se relégitimer au plan international et également de se relégitimer au plan interne. J'en veux pour preuve que ce qu'ont été les réactions du pouvoir
iranien sur 2 visites récentes qui ont été celles d'une part de Catherine Ashton et d'autre part celle de nos collègues sénateurs. Dans le premier cas, le fait que Catherine Ashton ait souhaité rencontrer des prisonniers politiques, des opposants à l'intérieur même de l'Iran, a créé une tension et des réactions extrêmement vives du pouvoir des mollahs, mais qui montre bien, là encore, que l'attitude du pouvoir iranien, elle est double, se relégitimer au plan interne et poursuivre de manière très très particulière et spécifique son combat contre la résistance iranienne de l'extérieur que vous représentez avec le CNRI et l'OMPI. Pour le pouvoir iranien, ces visites de parlementaires, c'est une instrumentalisation au service de cette légitimation qu'il le souhaite. Or, pour nous, il ne peut être question, dans ce cadre-là, de passer sous silence la réalité de la situation en Iran. L'élection du président, du nouveau président, n'a pas entraîné de modifications substantielles et dans le fonctionnement du régime, et dans la question des droits de l'homme. Et je crois que les films qui ont été passés, ou les chiffres qui peuvent être donnés, ou le rapport le plus récent de l'ONU, ce qu'a exprimé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sont extrêmement clairs à cet égard. En résumé, cette lettre qui est aujourd'hui rendue publique et que les uns et les autres peuvent avoir. Puis saluer Madame Rajavi, c'est régulièrement que l'on se rencontre et c'est avec beaucoup de plaisir mais aussi avec beaucoup de conviction que je viens vous rejoindre à chaque fois sur ces différentes réunions et ces différentes manifestations que vous pouvez initier mais qui sont extrêmement importantes pour encore et toujours défendre les droits de l'homme. Et je voudrais ce soir plus spécifiquement intervenir peut-être sur on dit le droit de l'homme, mais j'ai envie de dire le droit des femmes. Et en tout cas sur le fait que le nouveau président iranien n'ait pas respecté ses engagements vis-à-vis de la population iranienne, mais notamment vis-à-vis des femmes. Parce que la restriction, les répressions à l'égard des Iraniennes, que ce soit sous prétexte de code vestimentaire ou sous tout autre prétexte, ou concernant l'application de certaines lois qui sont souvent misogynes, ont sévi aussi brutalement qu'avant. Les lois qui avaient été adoptées par le gouvernement d'Ahmadinejad prévoyant des restrictions sur la liberté professionnelle des femmes ont été mises en application par le nouveau gouvernement qui pourtant se prétend modéré. La réalité est que ce régime est un système qui ne peut répondre aux aspirations des femmes à l'égalité. Les Iraniennes, et vous nous le montrez, veulent le changement. Et nous pouvons le voir dans le rôle qu'elles jouent, que vous jouez dans la résistance iranienne. Avec votre leadership, Madame Rajavi, avec le millier de femmes qui ont rejoint le camp et Liberty, elles sont là en dépit de toutes les difficultés et de tous les dangers. Elles sont aujourd'hui confrontées à un blocus médical inhumain qui fait tous les jours de nouvelles victimes. Ni leur famille, ni leur avocat n'ont accès au camp. Rappelons également que dans le massacre perpétré le 1er septembre dernier au camp d'Ashraf, 6 femmes ont été assassinées et 6 autres ont été prises en otage. Mais malheureusement, les Nations Unies n'ont entrepris aucune enquête indépendante sur ce crime contre l'humanité. Cette absence de justice ouvre la voie à d'autres crimes et le camp Liberty est menacé par d'autres tueries. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se saisir de ce dossier et une enquête indépendante doit être menée par les Nations Unies sur ce massacre, sur le massacre d'Ashraf. Je souhaite donc, et c'est le sens de mon intervention ce soir, réitérer mon soutien à ces légitimes revendications. Je crois que nous devons,
ensemble porter ces revendications et être sans doute plus forts dans notre demande, dans nos attentes et dans ce que nous attendons des Nations Unies. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci. Madame la Présidente, chers amis, pour donner un exemple de ce qui peut se passer lorsqu'une délégation de parlementaires va en Iran sans aucune précaution. En effet, le président de la Commission des finances du Sénat, M. Philippe Marini, expert en relations internationales d'affaires, a eu l'idée, et c'est son droit le plus strict, c'est son droit le plus strict comme président de commission, de constituer une mission qui est allée en Iran. D'abord, je dois dire que ça a très mal débuté, ça a très mal fini, puisque les empreintes digitales de ces parlementaires ont été prises par la police à l'entrée de l'aéroport. Ensuite, bien entendu, le programme officiel était réglé, on le connaît, c'est dans les dépêches, toutes les rencontres, aucune possibilité d'aller ailleurs, de voir qui que ce soit d'autre, pas de prisonniers politiques, pas d'opposants, même les plus, je dirais, les plus modérés, à telle enseigne que la délégation était invitée un soir à une réception donnée par un homme d'affaires français qui, paraît-il, avait invité là un certain nombre d'Iraniens, je ne sais pas, peut-être de la société civile, peut-être que certains étaient des opposants en puissance, enfin, en tout cas, les forces de police ont interdit absolument, physiquement, à nos collègues d'aller à cette réception. Voilà, en gros, ce qui s'est passé. C'est une honte pour l'ambassade de France à Téhéran. Je le dis comme je le pense. Je le dis comme je le pense. Je ne sais pas qui est le titulaire du poste, mais ceux qui ont été sont des fervents défenseurs du régime des Mollahs. Alors je ne sais pas comment ils sont contaminés, quel est le virus qu'on leur inocule quand ils passent à Téhéran. Or, vous le savez tous, je terminerai par là, avec une dictature, quelle qu'elle soit, on ne transige pas. On est pour ou on est contre. Il n'y a pas de réelle politique possible. Et d'ailleurs, si elle n'avait eu une possible avec l'Iran, ça se saurait, car l'Iran est économiquement exsangue, et je dirais que toutes les discussions qu'on peut avoir ne rapporteront absolument rien, sinon de légitimer le régime qui s'en sert. Donc c'est ce que je voulais dire ce soir, pour que tout le monde soit bien informé de la façon dont on est accueilli en Iran aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, chère Madame Radjavi, chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs qui êtes présents dans cette salle Victor Hugo, je voudrais d'abord dire que chaque fois qu'on est, nous les parlementaires, conduits à nous exprimer dans ce type de réunion, on le fait avec une forme d'émotion, parce que derrière nos propos, derrière les discours que nous pouvons tenir, nous avons en pensée le peuple iranien, ceux qui sont en Iran et qui aujourd'hui vivent cette tragédie et sont en souffrance. Et je sais que les propos que nous tenons sont enregistrés, sont filmés. Je sais aussi qu'ils vont être traduits, écoutés, notre présence va être vue par des dizaines de milliers d'Iraniens. Et je voudrais leur adresser par ce biais-là un message en disant que nous sommes ici modestement pour essayer de les aider dans le combat qu'ils mènent pour la démocratie. Quand j'emploie le mot modestement, je pourrais parler d'humilité. C'est vrai que quand il s'agit des droits de l'homme, de ces valeurs fondamentales, nous devons faire preuve d'humilité. Nous ne sommes pas ici les parlementaires français en donneur de leçons, en considérant que notre conception
de la démocratie issue de la Révolution française est ce qu'il y a de meilleur au monde, nous savons. Mais ce que nous savons aussi, et ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des valeurs fondamentales de défense des droits de l'homme sur lesquelles nous ne devons pas déroger. Et quand les valeurs des droits de l'homme sont bafouées, nous devons exiger que dans nos déplacements, les rencontres que l'on doit avoir, les propos que nous pouvons tenir, ne doivent pas être, disons, obligés, ne doivent pas être dictés par le pays qui nous accueille. Je crois que notre responsabilité, c'est de porter nos valeurs partout où nous sommes. Si bien que l'on soit sénateur, que l'on soit député, le message que nous voulons lancer aujourd'hui, c'est qu'il nous faut être attentifs à cette question-là. C'est une question de dignité pour nous, et nous ne devons pas déroger sur la dimension de nos déplacements et des relations diplomatiques. D'autant plus que cette question des droits de l'homme en Iran, puisque je fais allusion à des missions passées ou des missions à venir, cette dimension des droits de l'homme en Iran, c'est pas n'importe quoi. On n'est pas dans le petit coup de canif aux valeurs fondamentales de la liberté. J'ai lu il y a quelques jours que l'ensemble des parlementaires a dû recevoir, et d'autres personnes, par exemple, le recueil annuel d'Amnesty International, qui vient d'être édité en mars dernier. J'ai pris le temps de lire la page concernant l'Iran. Inutile de dire qu'on n'est pas dans les petites atteintes aux libertés. Quand je lis par exemple que les exécutions ont augmenté en Iran en 2013, et je lis ce qu'Amnesty International a écrit, les autorités ou des médias contrôlés ou autorisés par l'État ont reconnu officiellement 369 exécutions, 358 hommes et 11 femmes, soit une hausse de 18% par rapport à 2012. Il existe toutefois des éléments crédibles montrant qu'un grand nombre d'exécutions ont eu lieu en secret, et selon des sources fiables, au moins 335 autres exécutions ont eu lieu concernant des femmes dans 18 cas au moins. Ceci porterait le nombre total d'exécutions à 704 au moins pour l'année 2013. Je dis que quand on lit ces chiffres, on ne peut pas se permettre de faire un déplacement dans un pays tranquillement, la fleur au fusil sans avoir des mots à dire. Voilà pourquoi le message que je voulais faire passer, c'est que les intérêts soi-disant économiques ne doivent pas masquer, ne doivent pas occulter la défense de la liberté. Et c'est le message que j'étais chargé de faire passer ce soir, que je fais passer avec force, que je fais passer avec émotion, et avec un appel à l'ensemble de nos collègues sénateurs, députés. Soyons dignes de notre fonction. N'allons pas nous livrer à tous les abandons dans quelques voyages que l'on peut faire, et pensons à ce peuple iranien qui est aujourd'hui en souffrance, et chaque fois, comme une obsession, posons-nous cette question, cette seule question: comment on peut aider le peuple iranien à sortir de cette tragédie? Merci. Merci, Président. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que dans notre démocratie, quels que soient d'ailleurs aujourd'hui les gouvernements qui se succèdent, il y a une constante dans notre pays, dans notre démocratie. C'est de refuser partout dans le monde, de ne pas accepter jamais que se perpétuent, que se produisent encore les exécutions, quels qu'aient été les crimes commis. Les exécutions sont une atteinte effroyable à la démocratie, à toute démocratie. Il ne peut y avoir de démocratie là où il y a des exécutions, là où il y a des peines de mort. Et effectivement, quand on voit que malgré le visage qu'a voulu offrir au monde le nouveau président Rouhani, nous-mêmes d'ailleurs avons pu émettre à un moment donné quelques suppositions, puisque finalement le visage était suffisamment travaillé et avenant
vis-à-vis de l'extérieur pour qu'on puisse se tromper sur la nature réelle du nouveau pouvoir iranien. En réalité, il n'en est rien. On le voit bien dans le traitement qui est fait, bien entendu, aux prisonniers. Bien entendu, puisqu'on a terminé sur des mots invitant à la résistance jusqu'au bout, bien entendu, toutes et tous ici, nous voudrions voir le bout, puisque cela signifierait qu'enfin le combat pour les libertés aurait triomphé en Iran, mais on voit bien que nous n'en sommes pas encore là. Eh bien oui, je crois que le nouveau pouvoir iranien a eu cette capacité à tromper les choses. Il n'en est rien, et Madame Rajavi, vous le rappeliez tout à l'heure, à l'intérieur des frontières de l'Iran, mais aussi à l'extérieur, par un soutien non dissimulé, affirmé auprès du régime de Bachar al-Assad, par exemple. Enfin, en particulier, c'est suffisamment significatif. Et puis les atteintes, les attaques incessantes et renouvelées sur les réfugiés du camp Liberty font qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas, nous parlementaires français, accepter cette situation. Et donc il faut sans arrêt la révéler, en tout cas accompagner vos efforts pour la révéler au monde. Certes, c'est auprès des organisations internationales, c'est auprès de l'Organisation des Nations Unies. Nous n'avons pas, nous, modestes comités parlementaires, la prétention de vouloir peser, mais en tout cas, par nos voix, nous pouvons, nos voix rassemblées, nous pouvons infléchir, peser quelque part. Et si nous pouvons aussi, en même temps, suggérer à notre diplomatie d'être encore plus active sur ce terrain-là, eh bien, je crois qu'il est de notre responsabilité et de notre honneur aussi. Je crois que le président Chassaigne le rappelait, il est de notre honneur d'être sur ce terrain-là. Voilà, nous allons sans doute dire et redire toutes et tous les mêmes mots sur la nécessité d'accompagner la résistance et la résistance à l'extérieur de votre pays, mais aussi de soutenir la résistance à l'intérieur. Et puis moi j'ai une pensée particulière pour la jeunesse iranienne. C'est un pays où il y a énormément de jeunes qui sont en attente, qui sont privés finalement de beaucoup trop de choses, la liberté bien sûr étant la première des choses, mais privés de quantité de biens, quantité d'aspirations, quantité de rêves. Eh bien, nous avons aussi dans nos responsabilités de redonner aussi une part de rêve aux jeunes Iraniens. Merci. Bien, Madame la Présidente, quelques mots juste pour vous dire que si nous nous retrouvons ici, c'est évidemment pour exprimer notre solidarité avec le peuple iranien, parce que le Conseil national de la résistance iranienne mène un combat courageux, on l'a vu, pour les droits de l'homme et pour la démocratie en Iran. Un pays, ça a été dit tout au long des interventions, dirigé aujourd'hui par l'une des pires dictatures qui soient dans le monde, où les dirigeants ont instrumentalisé la religion pour opprimer le peuple, avec l'imposition de lois particulièrement cruelles qui font, et ça a été rappelé, de l'Iran le pays où l'on pratique le plus la peine de mort dans le monde et qui pratique aussi les châtiments corporels les plus cruels. Mais le peuple iranien a continué à résister courageusement. Madame la Présidente, vous en êtes un exemple et nous devons évidemment de vous soutenir. Nous devons ne pas oublier notre devoir de solidarité. La France a été rappelée aussi à quelques devoirs et un rôle certainement à jouer. S'il est important de contraindre le régime à renoncer à l'arme nucléaire, il est aussi important de l'obliger à freiner la poursuite de cette frénésie meurtrière à l'égard des opposants. Et les parlementaires que nous sommes, notamment nos déplacements,
eh bien, on doit faire très attention à tout cela. Et il faut effectivement, ça a été dit et redit, conditionner aujourd'hui nos rapports avec le régime à l'amélioration, évidemment, des droits de l'homme. Et notre position, je pense, position parlementaire est claire, ça vient d'être dit et redit. Il n'y a que la fermeté qui pourra faire avancer les choses vis-à-vis de la dictature, et c'est pour cela que nous devons soutenir l'opposition démocratique. Voilà ce que je voulais dire, Madame la Présidente. Puisque j'ai été à la fois commis de l'État et élu de la République. En tant qu'élu de la République, puisque j'ai été député, j'ai toujours eu conscience du fait que le parlementaire était d'abord le représentant d'un grand pays. Le premier, c'est celui de la représentativité. On ne représente pas n'importe quoi, on représente la France. Et puis, la troisième mission des députés, c'est le contrôle des activités du Quai d'Orsay. Parce que les administrations sont sous le contrôle, évidemment, des assemblées. Et à cet égard, moi, je rappelle simplement qu'il y a eu cet épisode qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment souligné, de la comparution de l'OMPI devant la Cour de Luxembourg. J'y étais, nous étions un certain nombre d'assistants, nous étions venus soutenir nos amis de la résistance iranienne, et à un certain moment, à la fin d'ailleurs des plaidoiries et des explications, un des juges au tribunal de Luxembourg a posé cette question parfaitement claire. Est-ce que l'OMPI s'est rendu coupable d'attentats à l'étranger, c'est-à-dire en dehors d'Iran? Elle a posé cette question de manière extrêmement claire. C'était une femme, d'ailleurs. Et la réponse véhiculée par l'avocat, mais fournie par les conseillers techniques du Quai d'Orsay qui étaient derrière l'avocat, a été oui. Ce qui est non seulement un mensonge, mais ce qui est un crime de forfaiture. Un fonctionnaire, croyez-moi, je l'ai été, il a le droit de mentir par omission. Ça, vous ne pouvez jamais forcer quelqu'un à dire toute la vérité. Hein. Mais à dire la vérité, rien que la vérité, oui. J'ai eu évidemment à m'intéresser aux activités du service iranien, le VEVAC, dont il faut aujourd'hui parler. J'ai commis un livre sur ce sujet. Ce que je voulais vous dire au sujet du VEVAC, c'est que le VEVAC poursuit une double stratégie. C'est une stratégie évidemment d'intimidation et d'élimination physique des opposants, ce que font tous les services de renseignement et de sécurité des régimes dictatoriaux, tous, sans exception, c'est d'ailleurs une de leurs caractéristiques, et par conséquent, ce ne sont pas les résistants, et surtout pas la famille Rajavi qui va me contredire sur ce point, puisque vous avez, madame, payé un tribut plus que lourd à la politique de répression du régime. Donc, ça, c'est le premier élément de la politique du VEVAC. Mais le second élément, qui est beaucoup plus pernicieux, c'est celui de la désinformation. Et la désinformation, vous savez, dans notre monde, fait souvent plus de dégâts, y compris de personnes physiques, que n'en fait l'élimination physique directe. Parce que là, ce n'est pas par individu qu'on compte, mais c'est par centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes qui en deviennent les victimes physiques. Et à cet égard, le VEVAC a fait très fort parce qu'il dispose évidemment de tout l'appareil des représentations diplomatiques, commerciales et autres, commerciales, notez bien, à l'étranger du régime iranien. Et donc il faut être extrêmement prudent, évidemment, lorsque l'on commerce, lorsque l'on discute avec des autorités ou avec des organismes iraniens. Et s'agissant de la désinformation menée par l'Iran, elle va très loin. Et loin. Même, il y a un certain nombre d'organisations qui se distinguent à cet égard et qui
phagocyte, influence un certain nombre, le plus grand nombre de gens possible, pour les transformer en collaborateurs, en quelque sorte, en défenseurs de la cause du régime. Et il y a à cet égard un certain nombre de gens qui véhiculent les slogans, les idées, les opinions, les objectifs d'un régime. Et lorsque des parlementaires se mêlent d'aller dans un pays étranger, en l'occurrence l'Iran, recevoir des informations, les assimiler, les recracher et les transformer en propagande du régime, ils deviennent des agents d'influence dudit régime. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette initiative qui a été prise de créer un comité français pour un Iran démocratique, dont je regrette qu'il n'ait pas existé lorsque j'étais moi-même parlementaire, c'est quelque chose, c'est plus qu'un geste. C'est quelque chose de très courageux. Et puisqu'on en est au geste, il faut savoir que, par exemple, quand une délégation parlementaire se rend à l'étranger, c'est une démarche à double tranchant, pour le pays qui reçoit comme pour les parlementaires. Imaginez un seul instant que les parlementaires priaient de déposer leurs empreintes digitales à l'arrivée à Téhéran. Eh bien, imaginez qu'ils aient refusé de souscrire, de se soumettre à cette obligation, qu'ils aient repris aussitôt l'avion. C'eût été un geste d'une portée considérable. Et les Iraniens, je parle des mollahs bien sûr, se seraient mordus les doigts de les avoir invités. Et ils auraient probablement regardé à deux fois avant de le refaire. Lorsqu'on part dans un pays et qu'on a décidé de ne pas se soumettre, qu'on a décidé de faire à cet égard un certain nombre de gestes forts, de gestes sans équivoque, eh bien la manœuvre peut se retourner au détriment de celui qui l'a conçue au départ. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, et vous tous qui êtes là pour soutenir la défense d'un Iran démocratique, libre et laïque. Ce combat, nous le menons, pour certains d'entre nous, depuis de longues années. Et si certains pouvaient encore en douter hier, aujourd'hui, plus personne ne peut avoir de doute. Le monde a la preuve de la duplicité et des mensonges du mollah Rouhani. Il n'a jamais tenu la moindre des promesses qu'il avait faites, et quand il se présente comme un président modéré, ses agissements depuis 2013 dénoncent ses affirmations. Il y a eu, et ça a été dit, mais je crois qu'il est utile quand même de le rappeler, plus de 700 pendaisons depuis son arrivée au pouvoir, ce qui est un triste record, 2 fois plus que pendant le mandat de M. Ahmadinejad. Son cabinet présidentiel est composé de personnes qui ont eu la haute main sur les activités les plus répressives depuis de nombreuses années, y compris l'assassinat en 1988 de plus de 30 000 prisonniers politiques. Il continue et persévère dans une répression aveugle, cruelle et même diabolique. Aussi, je tiens à condamner, dans les termes les plus sévères, l'attaque le mois dernier sur les prisonniers politiques de la prison d'Evin, où, quand on est prisonnier, il nous reste quand même le droit et la dignité de l'homme, et là, ils ont été, une fois de plus, complètement bafoués. Je dois dire que je vous ferai une proposition ce soir. On parle du camp de Liberty. Mais quelle imposture, Madame la Présidente, que de baptiser ce camp de Liberty, le camp de liberté, quand c'est un camp qui se passe les atrocités les plus fortes et les plus terribles qu'ait connues l'histoire mondiale et l'histoire humaine. Donc je crois, Madame la Présidente, qu'on pourrait prendre l'initiative ce soir de débaptiser ce camp, car accoler le nom de Liberty à un tel camp, je considère que c'est une imposture et que c'est une honte pour les droits de l'homme et pour tous ceux qui sont attachés.
De la même façon que je crois que certains pouvaient encore nous dire hier, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, tout le monde sait. Et parce que nous savons, nous n'avons pas le droit de nous taire, sinon nous devenons complices. Nous sommes complices quand nous nous taisons. Et je voudrais dire simplement, je l'avais dit, Madame la Présidente, lors de notre précédente rencontre, mais je crois qu'il est nécessaire de le répéter. Certains nous disent, oui, il y a des progrès, le Mollah Rouhani est un modéré, maintenant nous n'avons plus affaire à une dictature en Iran, c'est une dictature modérée. Mais enfin, de qui se moque-t-on? Est-ce qu'il existe des dictatures modérées? Est-ce qu'il existe des dictateurs modérés? Non. Quand on prive un peuple de ses droits, quand on prive un peuple des droits essentiels, de celui de la liberté de penser, de la liberté d'être libre, de la dignité en un seul mot, je crois qu'il ne peut pas parler de dictature modérée, simplement il y a une dictature, et à ce titre-là, la dictature iranienne doit être condamnée comme toutes les autres dictatures de par le monde. Je sais bien que certains nous disent, mais il faut essayer de nouer des liens, des relations, parce que tous les liens, toutes les relations entre les peuples peuvent permettre une évolution. Peut-être. Mais je crois que lorsqu'on manque de fermeté vis-à-vis des dictateurs, on sait où cela nous mène. Lorsqu'on a manqué de fermeté avec les régimes nazis, on sait où cela nous a menés. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter de transiger. On ne transige pas avec l'honneur, on ne transige pas avec la démocratie, on le fait encore moins quand on est le pays des droits de l'homme, des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui ont animé la Révolution française et qui se sont propagées à travers le monde. Et aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, on se bat et on meurt pour défendre sa liberté en chantant la Marseillaise. Eh bien, si ça nous donne des droits, ça nous donne aussi des devoirs, à nous Français et en particulier aux parlementaires français. Alors, je sais bien que l'on va dire, mais il faut nouer des relations diplomatiques. Et puis, bien entendu, pourquoi ne pas lier des relations économiques? Mais certainement qu'on peut discuter. Mais je pense qu'on ne peut pas sacrifier nos valeurs, on ne peut pas sacrifier nos principes de celles qui sont essentielles, qui font ce qu'est la France et ce que nous sommes, nous les Français, sur l'autel de profits financiers, même si nous sommes dans une situation de crise financière qui fait que la France, effectivement, a besoin de trouver des marchés à l'étranger. Mais je crois qu'on perdrait notre âme, et je crois qu'on ne peut pas perdre notre âme en allant se compromettre dans des marchés financiers en sacrifiant les valeurs de la République et les valeurs de la France. Je voudrais ne pas être plus long parce que beaucoup de choses ont été dites, mais vous dire, Madame la Présidente, que nous admirons votre courage et que dans cette salle Victor Hugo, ça a été dit, Victor Hugo était un grand écrivain. Il a, dans ses écrits, combattu pour les droits de l'homme, pour la liberté, pour soutenir les plus faibles. Il a été aussi un grand parlementaire. Et Madame, il a connu, comme vous, l'exil. Comme vous, il a été contraint à l'exil. Et je crois que c'est tout à fait symbolique qu'on soit aujourd'hui dans cette salle Victor Hugo à vos côtés. Et quand nous parlons des combattants de la liberté que vous êtes pour l'Iran, je crois que nous devons employer un terme. Il ne faut pas parler de dissidents. Vous n'êtes pas des dissidents. Vous êtes des résistants. Et parce que vous êtes des résistants, nous serons à vos côtés pour défendre la liberté et les droits de l'homme. Que parce que nous sommes, et je suis très fier aujourd'hui de voir qu'à cette tribune, dans cette salle, il y a beaucoup de parlementaires et d'anciens parlementaires
de la région d'Auvergne. L'Auvergne qui a été pendant la guerre de 39-45 un territoire de résistance, des hommes qui se sont illustrés dans le combat pour la liberté de la patrie et pour la liberté et pour le retour de la République, eh bien, madame, sachez qu'en Auvergne, on a un proverbe, on a une pensée toujours très forte pour la liberté, et on l'exprime à travers cette phrase. Je vais d'abord vous la dire en auvergnat, et pour ceux qui ne comprendront pas, je leur la traduirai en français. En Auvergne, nous disons « Seigne d'Arverne et ne lâche pas ». On est d'Auvergne et on ne lâche pas. Madame, vous avez dit la même chose, c'est pour ça qu'on est ensemble, pour ce même combat qui nous anime, celui de la liberté. Bien, Madame la Présidente, heureux de vous rencontrer une fois de plus dans la Résistance depuis tant d'années. Je me disais tout à l'heure, en observant la salle, en écoutant les orateurs, un jour, on sera réunis ici, on dira, c'est la dernière séance avant votre retour à Téhéran et vous nous emmènerez dans vos bagages. En attendant, la situation est telle qu'elle a été décrite par tous les orateurs. Il y a quelque chose que, il me semble, à moins que j'ai dormi à ce moment-là, mais que nous avons oublié de rappeler, c'est que quand même dans cette grande région démocratique, les élections se succèdent et se ressemblent. Il y a eu l'élection du président d'Iran dans les conditions démocratiques que l'on sait. Il va y avoir des élections en Syrie, dans des conditions également très démocratiques. Il y a eu des élections en Irak, toujours dans des conditions démocratiques. Alors je pense qu'il faudrait que, à l'avenir, on mette l'accent sur ce que c'est véritablement la démocratie. Même si on sait tous ce que c'est que la démocratie, mais vraiment ces parodies de démocratie, ça commence à suffire. Et puis il y a autre chose aussi que je voudrais dire, et que j'ai déjà dit d'autres fois quand vous m'avez fait l'honneur de m'inviter. La résistance iranienne que vous incarnez, et que vous incarnez seul maintenant, parce que tous les groupes d'opposition qui ont existé depuis le début, depuis la chute du Shah, se sont disséminés, ont disparu. Vous êtes le roc, le pivot, le noyau dur, la seule résistance. Et qui sont ceux qui fournissent ce passion sur les turpitudes du régime, ses exactions, la préparation de l'armement nucléaire. Enfin, si l'Occident a commencé à bouger sur le nucléaire, c'est bien parce que la résistance iranienne avait donné l'information. Pourquoi d'ailleurs, c'est une antienne que je répète volontiers, qu'on se batte contre l'armement nucléaire, oui, absolument, mais que les diplomates, dans leurs interventions, dans leurs conférences, lient fortement les droits de l'homme au nucléaire. Parce que, bon, quand on lit la presse, oui, est-ce qu'ils ne sont pas en train de continuer à préparer en sous-main l'armement nucléaire? Ils testent des missiles balistiques, etc., etc. Oui, mais il faudrait aussi, en même temps et d'une manière très liée, parler des droits de l'homme. Et ça ne se fait pas, au moins dans la presse française. Je ne lis pas toute la presse internationale, évidemment, mais je voudrais que ça, ce soit bien deux sujets qui soient liés et qu'on ne baisse pas notre garde sur le nucléaire et sans se battre et avoir les mêmes exigences, la même rigueur pour les droits de l'homme. Voilà donc ce que je voulais dire en substance.
Et donc, eh bien, bon courage, Madame la Présidente. Merci. Madame la Présidente, mes chers collègues, anciens et nouveaux, moi je suis un ancien parlementaire et c'est à ce titre que je m'intéresse depuis très longtemps au dossier iranien. J'en ai connu les moments difficiles. Et tout à l'heure, on était étudiants et on manifestait déjà contre le Shah. On était socialistes, pour ma part, ou proche du Parti socialiste, et on se réjouissait que François Mitterrand ait accueilli ici des moudjahidines du peuple d'Iran dans des conditions tout à fait extraordinaires. Il y avait eu des débats en France à cette époque sur l'accueil des étrangers, sur le droit qu'on accordait aux opposants des différents régimes. Et François Mitterrand, je me souviens, j'avais participé à ces débats, avait pris l'engagement de protéger, d'appliquer ce qui est la règle dans les pays démocratiques. Et la première application qu'il en a faite, ça a été pour les moudjahidines du peuple d'Iran. Dès le mois de juillet 81, très peu de temps après son élection, il les a accueillis en France, il les a traités comme il le devait, et on en était fiers. On a été un peu moins fiers pendant toute cette période. La France est restée digne, elle est restée convenable. Tout l'un dans l'autre, les choses se sont passées de façon acceptable pour l'Occident jusqu'au moment de l'élection de Khatami. Je crois que c'est utile de s'y arrêter un instant parce que l'affaire de Rouhani, c'est la répétition de ce qui s'était passé à cette époque. On nous a fait croire qu'un modéré arrivait au pouvoir. Ça a été la révélation. Du jour où Khatami a été élu, une délégation du Parlement est allée à Téhéran, a été reçue. Les problèmes évoqués ici avaient déjà fait l'objet de débats. Je me souviens que c'est à ce moment-là que je me suis engagé à vos côtés, madame, et vous, les moudjahidines du peuple d'Iran. J'ai considéré que c'était inadmissible de se laisser ainsi rouler en le sachant. Et on s'en est aperçu après, parce que quand on a refait le bilan de ce qui s'était passé, on s'est aperçu que sur toute la ligne, l'Occident avait été roulé. D'abord, vous le savez, non seulement on avait déroulé le tapis rouge à Khatami, mais on avait commencé des poursuites contre les moudjahidines, puisque c'est à cette occasion qu'ils ont été inscrits sur les listes d'organisations terroristes, et qu'en France, on en a rajouté, qui a laissé ouvrir une information contre vous, qui a abouti quelque temps après, la droite étant arrivée au pouvoir, à la mise en examen, l'arrestation tonitruante d'un certain nombre de membres des moudjahidines du peuple et du CNRI. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bien, rappelons-le rapidement. Non pas une, non pas deux, mais 5 ou 6 juridictions nationales et internationales ont toutes déclaré qu'il n'y avait pas lieu de vous inscrire sur la liste des organisations terroristes. Là, je fais en général une incidente. Ce que disent ces décisions, c'est pas que vous aviez été terroriste et que vous aviez été inscrit à tort, c'est que vous n'auriez jamais dû être inscrit. C'est pour ça que quand j'ai écouté, le droit dit autre chose. Elle dit ils ont toujours été des gens fréquentables, ils ont toujours été des opposants que l'on devait défendre. Et puis on s'est aperçu d'autre chose. C'est que pendant cette période où Khatami faisait le joli cœur, où on donnait l'impression qu'il y avait un peu plus de liberté, en réalité, c'est la grande époque pendant laquelle les centrales atomiques ont été mises en place, à bas bruit, sans le dire. C'est l'époque où ça s'est constitué. Et moi, je suis persuadé qu'en réalité, toute cette opération, elle était faite pour amuser la galerie, de façon à pouvoir mettre en place ce qu'on a découvert après grâce aux moudjahidines du peuple d'Iran, à savoir que l'Iran s'était doté déjà d'éléments extrêmement dangereux. Eh bien, vous croyez que cette expérience a été retenue? Pas du tout. C'est exactement la même chose cette fois-là. Exactement la même chose. Bon, Khatami est passé à la trappe et on en propose un autre qui est Rouhani. Et j'ai dit on le propose parce qu'il faut savoir que dans la constitution iranienne, qui n'est pas une constitution démocratique, l'Iran n'est pas une vraie république, c'est un pays totalitaire qui s'est donné les apparences d'une république. Et vous avez entendu ce qui a été dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant d'exécutions capitales, autant de violations systématiques des libertés que depuis que Rouhani est au pouvoir. Et la réalité, c'est qu'à la différence de ce qui s'était passé avec Khatami, dans lequel on utilisait l'élection d'un prétendu modéré pour en fait mettre en place l'énergie atomique, là c'est l'inverse.
on discute des questions atomiques, en réalité, ça va servir de leurre pour autre chose. Et pourquoi donc? Eh bien, d'abord pour les violations des libertés dans le pays, mais également pour la politique internationale. C'est quand même un peu fort de café d'aller là-bas en ne posant aucune question sur quel est le comportement de ce régime en Syrie, qui préoccupe tout le monde, au Liban, ça préoccupe tout le monde, et en Irak. Au moment où je vous parle, qu'est-ce qui se passe? Les élections irakiennes, qu'est-ce qu'elles sont? Elles ont été truquées pour essayer de maintenir en place quelqu'un qui a fait toute sa carrière à Téhéran avant de revenir à Bagdad. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier non plus que ce régime copie exactement, je parle du régime iranien, copie exactement le régime iranien en mettant en place l'équivalent de ce que sont les passes-d'Aran, etc. Et enfin, il ne faut pas oublier non plus que c'est en Irak que se trouvent de malheureux moudjahidines du peuple d'Iran qui sont détenus. Et que qu'est-ce qu'on leur fait subir? Eh bien, on les exécute, on les attaque, etc. Bon, c'est l'affaire de Liberty. Tout ceci, ce sont des violations systématiques des libertés, et parce qu'on discute de l'énergie atomique, on va passer allègrement sur tout cela. L'opinion publique française, en fait, vous soutient directement et soutient ceux qui vous défendent. Et là, je refais une incidente, je reviens un petit peu en arrière. Moi, ce qui me plaît, Madame la Présidente, et vous les moudjahidines du peuple, et la raison pour laquelle, bien que je sois retraité maintenant, je m'intéresse encore à vous, il y a quelques problèmes, mais à vous en particulier, c'est parce que non seulement c'est une victoire, ce que je disais tout à l'heure, que les tribunaux, vous en avez raison, c'est une victoire du droit, mais c'est toute une victoire de la démocratie. Ce sont les parlements qui vous soutiennent très souvent contre les gouvernements. C'est en réalité une victoire de la démocratie, une victoire du droit contre la raison d'État. La seule chose qu'il y a à faire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, de dénoncer ces comportements qui sont inadmissibles. Et c'est, nous tous, comme nous le pouvons, de soutenir non pas le gouvernement iranien, mais le peuple iranien contre un gouvernement qui n'a pas de légitimité, contre un gouvernement qui n'est pas acceptable, contre un gouvernement qui n'est pas démocratique. Et pour nous qui sommes Français, finalement, les représentants les plus proches et les plus crédibles de ce peuple iranien, ce sont vous, les moudjahidines du peuple d'Iran, vous, le CNRI, qui, depuis des années, dans des conditions difficiles, avec vos défauts et vos qualités, avez survécu. Vous avez survécu parce que vous êtes porté par un élan, parce que vous êtes porté derrière vous, je le dis souvent, par une grande partie du peuple iranien, et même en tout cas une grande partie de la diaspora. Voilà, Madame la Présidente, c'est quelques mots que je voulais dire. Oui, merci de me donner la parole pour quelques instants. Je trouve que c'est toujours très, très difficile de s'exprimer après les images dont la force témoigne d'une sauvagerie extrême, et ces images d'Ashraf nous rappellent ce qu'est le régime aujourd'hui à Téhéran. Je suis membre et même secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, et aujourd'hui la France, c'est bien normal, regarde ce qui se passe au Mali, regarde ce qui se passe en Centrafrique. La crise ukrainienne, évidemment, nous interpelle. Mais je crois que c'est l'honneur des députés du comité parlementaire qui sont présents aujourd'hui de dire n'oublions pas Téhéran, n'oublions pas ce malheureux pays qu'est l'Iran aujourd'hui. Je n'ai rien à ajouter, je n'ai pas une virgule à changer au discours que vous avez fait, Madame Radjani. Vous avez dit tout ce que nous pourrions répéter à l'envi, tellement ces choses sont marquées du sceau de la vérité et de la conscience universelle. André Chassaigne, avec beaucoup de force, comme d'habitude, rappelait cette notion des droits de l'homme. On a la faiblesse de penser en France que c'est une notion absolument universelle qui s'impose à tous. Ne pas y croire, c'est renoncer à tout ce que le siècle des Lumières nous a apporté, à tout ce que la Révolution française nous a apporté. Et nous voyons quoi? Nous voyons que ces règles essentielles qui devraient servir de base à toute politique dans n'importe quel pays au monde sont dans le vôtre totalement bafouées. Alors, les rapports sont là, ceux d'Amnesty International, ceux de l'ONU, qui sont également tout à fait convergents pour rappeler ces atteintes considérables. Moi, je dirais simplement 2-3 mots pour dire que la France doit être extrêmement, extrêmement vigilante et adopter à l'égard de l'Iran une politique de très grande fermeté.
Ne nous y trompons pas d'ailleurs, si la France, qui est une puissance qui intervient en Iran, ne serait-ce que sur l'affaire du nucléaire iranien, a pu obtenir le début d'une esquisse de négociation, c'est bien parce qu'il y a eu des sanctions économiques, c'est bien parce qu'il y a eu un embargo, c'est bien parce qu'il y a eu une politique de fermeté. S'il n'y avait pas cette politique de fermeté, il est clair qu'il n'y aurait strictement aucune avancée avec le régime aujourd'hui de Rouhani qui a donné l'espace d'un instant à l'Occident l'espoir que peut-être les choses allaient changer. Vous saviez qu'il n'en serait rien, nous n'étions pas dupes non plus, et nous voyons qu'aujourd'hui, les choses, loin de s'améliorer, ne vont pas dans ce sens. Je forme donc le vœu véritablement que notre diplomatie s'appuie sur la résistance iranienne, ne fasse pas une confiance absolue, ne serait-ce que pour des questions bassement commerciales aux autorités iraniennes d'aujourd'hui, mais repose sur l'avenir de l'Iran. Et l'avenir de l'Iran ne peut exister qu'au travers de ceux qui s'opposent au régime actuel des mollahs. Donc je voulais vous redire du fond du cœur, Madame Radjani, notre engagement, le mien, mais celui de tous les parlementaires et de quelque bord soit-il, et c'est cela qu'il y a de bien au pays des droits de l'homme. On peut avoir des différences politiques fortes, mais on sait se retrouver sur les choses essentielles. Et je dois dire, et je le dirai en terminant, que cette petite cérémonie que nous avons vue à l'entrée de cette salle Victor Hugo, pleine de symboles, de voir ce militant de la liberté qui est mort à Liberty parce qu'il n'a pas pu recevoir les soins élémentaires plus longs que de très grands discours. Alors voilà, Madame Radjavi, continuez votre action, vous, les personnes qui vous accompagnent, nous sommes avec vous, et je crois que c'est l'honneur du Parlement, une fois de plus, de vous accueillir ici, et au-delà des différences qui sont les nôtres, d'être à vos côtés, et totalement à vos côtés, pour que demain, après-demain, mais le plus vite possible, et le plus vite sera le mieux, nous trouvions le chemin d'un Iran véritablement démocratique. Merci. Nous sommes ici dans la salle Victor Hugo. Et puisse Victor Hugo, notre écrivain universellement connu, qui a inspiré tant d'avancées, de progrès et d'engagement politique, nous aider, vous aider dans votre combat. Nous sommes les uns et les autres ici, plusieurs députés, plusieurs sénateurs, toujours à la rencontre de celles et ceux qui vous accompagnent régulièrement, et nous échangeons, nous suivons l'actualité. Je ne reviens pas sur tout ce que vous avez dit, mais à mon tour, je voudrais vous dire que si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous voulons montrer et témoigner de l'intérêt et de l'importance que nous apportons à l'avenir de l'Iran. Cet immense pays, ce très beau pays. Et puis à mon tour, vous dire aussi, Madame la Présidente, que nous voulons apporter notre soutien complet au peuple iranien. Nous avons vu des témoignages, nous en connaissons tous quelques-uns qui, à l'occasion de rencontres, nous rappellent ce destin cruel et difficile, et cette espérance aussi qui est celle du peuple iranien aujourd'hui pour trouver d'autres horizons. Bien sûr, nous serons très attentifs et déterminés pour faire savoir qu'il n'y a pas de concession au régime sur l'enrichissement de l'uranium aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle négociation sur le nucléaire. Bien sûr aussi dire, et je voudrais m'arrêter un instant en particulier sur la question du camp Liberty, dire qu'il est inconcevable, inacceptable et condamnable que des femmes, des hommes et des enfants soient encore aujourd'hui, en 2014, enfermés dans des conditions indignes. Et aujourd'hui aussi, nous devons porter ce message des droits de l'homme, de la dignité des êtres humains, parce que nous sommes et nous devons être tous engagés sur ces sujets.
Oui, Madame la Présidente, nous resterons attentifs et mobilisés à vos côtés et aux côtés de celles et ceux qui vous aident et qui vous soutiennent dans ce combat. Et je pense, comme d'autres ici, qu'à force d'unir nos témoignages, unir nos forces, unir nos engagements, eh bien nous parviendrons à porter des messages qui pourront, à un moment donné, faire infléchir le cours du destin qui est celui aujourd'hui de l'Iran. Alors c'est un chemin très long, un chemin très difficile, mais l'assistance ce soir montre que vous n'êtes pas seul, et c'est ce que je voulais aussi vous dire à mon tour, tout simplement, aux côtés de mes collègues qui se sont exprimés avant moi. Nous ferons en sorte que, enfin, l'Iran puisse retrouver un espoir de démocratie, de liberté et, encore une fois, de dignité pour toutes celles et ceux qui sont encore en Iran et qui attendent aussi de nos témoignages aujourd'hui. Merci. Eh bien, Mesdames, Messieurs, chers amis, Madame la Présidente, chers amis iraniens, chers amis du Moudjahidine du peuple, ça a été une très belle réunion. Par la qualité des intervenants, la qualité des interventions et l'assurance de notre soutien, du soutien des parlementaires français ici présents ou des anciens parlementaires, mais qui font toujours partie de ce comité qui fut heureusement créé. Et Madame la Présidente, sachez que nous serons, comme cela a été dit, toujours à vos côtés, aux côtés de vos sœurs et de vos frères qui se battent pour un Iran libre, démocratique et respectueux des valeurs humanistes. Eh bien, pour votre liberté, nous serons toujours à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous.